Donc, je vais essayer de présenter le point de vue de l'écologue sur la biodiversité ce matin. Alors, la problématique biodiversité, elle est sans doute, c'est une problématique qui est assez complexe, qui est sans doute beaucoup plus complexe que la problématique climatique pour différentes raisons. Il y a un problème d'objet, de définition d'objet. Donc, j'ai passé quand même quelques instants sur effectivement la définition de cet objet. Alors, la définition de la biodiversité, il y a une définition intuitive qui est extrêmement simple. La biodiversité, c'est quoi ? C'est tout simplement l'ensemble du règne vivant. L'ensemble du règne vivant. Et évidemment, dans ce règne vivant, il n'y a pas que des belles espèces, des espèces spectaculaires ou des espèces d'intérêt industriel, par exemple, telles que les bactéries. Il y a toutes ces espèces qui jouent un rôle important dans les écosystèmes. Ici, vous avez un vautour nécrophage ou ici, vous avez un lombric. Alors, donc voilà, intuitivement, c'est très simple. Maintenant, lorsqu'on essaye effectivement de commencer à décrire, à analyser la biodiversité, c'est là que les choses se compliquent parce que, cet objet est extrêmement complexe, et donc la description, il y a mille et une manières effectivement de le décrire. Alors, il y a une manière de le décrire, et c'est vrai que dans cette année de biodiversité, on a eu tendance à égaler le terme biodiversité et diversité biologique. En tant qu'écologue, on n'est pas tout à fait d'accord sur... Il y a une distinction entre les deux, donc je commencerai par la diversité biologique. La diversité biologique, donc elle a été définie très précisément par la Convention pour la diversité biologique à Rio en 1992, où elle décrit effectivement 3 niveaux de diversité biologique, la diversité des espèces, la diversité génétique, infraspécifique, et puis la diversité des écosystèmes. Alors, brièvement, je vais présenter ces 3 niveaux de diversité avant de venir sur une définition plus globale de la biodiversité. Alors, la diversité spécifique, alors l'espèce, c'est effectivement un concept incontournable quand on parle de biodiversité. Le problème, c'est que c'est un concept plutôt mou. C'est plutôt mou parce qu'effectivement, il est difficile de faire des frontières très strictes, c'est-à-dire que c'est un ensemble flou. Un ensemble flou au sens mathématique du terme, c'est-à-dire que des individus, des fois, c'est difficile à les ranger dans une espèce ou dans une autre. Donc, en gros, la définition de l'espèce qui fait relativement consensus, une espèce, un ensemble d'individus interfertiles, génétiquement isolés des autres individus. Bon, ça, c'est des précisions pour les non-biologistes. Alors, simplement une illustration, vous voyez, donc à gauche, vous avez 2 individus qui ont compris ce que c'était qu'une espèce. Et puis à droite, vous avez 2 individus qui n'ont pas compris et qui se livrent à une entreprise qui, effectivement, ne donnera pas de descendants. Alors, un des inconvénients de l'approche espèce, qui est l'approche souvent la plus utilisée, c'est que, vous le savez peut-être, il y a à peu près 2 millions d'espèces qui sont décrites. On considère qu'il y a de 10 à 30 millions d'espèces en réalité. Ça veut dire que statistiquement, quand une espèce disparaît, il y a entre 4 chances sur 5 ou 9 chances sur 10 qu'elle n'a pas encore été décrite par le biologiste. Alors, expliquer à un politique que la disparition d'espèces qui ne sont pas décrites, ça peut être un problème, vous voyez tout de suite que c'est une entreprise qui n'est pas simple. Donc l'approche espèce n'est pas forcément l'approche la plus efficace pour convaincre la société des problèmes de biodiversité. Voilà. Alors, autre niveau de diversité, la diversité génétique. Donc diversité génétique, elle a une importance énorme, et notamment dans le processus de domestication. La diversité génétique, c'est ce qui nous a permis de passer de cet animal farouche à cet animal plutôt paisible, notamment, on a pu créer ces pies, par exemple, de taille tout à fait énorme, qui ont évidemment des intérêts industriels, mais qui, vous le doutez bien, dans la population naturelle, évidemment, poserait des inconvénients. Évidemment, les aurochs n'avaient pas ce genre de pies. Alors, la diversité génétique, elle est très importante parce que, notamment, c'est celle qui va permettre aux espèces de s'adapter aux changements globaux. Et j'y reviendrai sur ce problème aussi de l'importance, effectivement, de la propriété dynamique qui a été précisée juste précédemment. Voilà. Alors, 3e niveau, diversité des écosystèmes, donc ça, très important. Donc là, j'ai effectivement présenté deux paysages de diversité qui sont très contrastés, avec un paysage de bocage et puis ainsi un paysage agricole ouvert. Donc, très nettement, l'uniformisation des paysages, effectivement, c'est un facteur de diminution de la diversité des écosystèmes. Alors, brièvement, il y a synergie, complémentarité entre les 3 niveaux de diversité, c'est-à-dire pas maintien de diversité spécifique et génétique sans maintien de diversité des écosystèmes, et inversement. Alors, sur l'état et la dynamique de la biodiversité, très rapidement. Alors oui, donc biodiversité, donc comment on peut l'entendre? Donc quelle est la définition que j'utiliserai aujourd'hui? Donc la biodiversité, c'est d'une part la diversité biologique, avec, très importante, parce que la diversité génétique et spécifique, notamment, sa perte, elle est irréversible. Donc de ce point de vue-là, cette diversité, effectivement, a une propriété qui est vraiment essentielle. Mais par ailleurs, vous avez 2 autres propriétés qui sont très importantes et qui ont une importance sociale et économique sans doute beaucoup plus importante que la diversité, au moins au temps présent. C'est l'abondance des espèces et des écosystèmes. Tous les métiers qui interagissent avec la biodiversité, fortement, que ce soit les forestiers ou les pêcheurs, sont intéressés d'abord par la propriété abondance. Donc cette propriété, évidemment, elle est
essentielle dans la biodiversité. L'avantage, entre guillemets, de cette propriété, c'est que par contre, sa perte, elle est moins irréversible que la perte de diversité. Si jamais vous avez une perte d'abondance, normalement, si on parvient à retrouver les propriétés du milieu qui étaient celles qui étaient précédentes, eh bien normalement, l'abondance devrait revenir à son abondance antérieure. Et puis, une autre propriété qui est aussi très importante, c'est celle des interactions. Interactions, c'est-à-dire que les espèces, les populations sont dans des réseaux écologiques, et c'est souvent le fonctionnement des réseaux écologiques qui est important. J'y reviendrai avec notamment la notion de contrôle biologique, un contrôle des ravageurs des cultures, par exemple, et puis, évidemment, les interactions entre l'homme et la nature. Effectivement, la biodiversité, elle nous apporte à travers ces interactions. Voilà, donc abondance et interaction, deux propriétés essentielles à considérer et qui sont importantes donc, pour aborder la manière de décrire la biodiversité. Vous voyez, effectivement, on doit la décrire par son abondance et par ses interactions. Alors, sur les taux d'extinction, donc très rapidement, une figure qui est sortie récemment. Donc cette figure, qu'est-ce qu'elle présente? Elle présente ici, vous avez donc le taux d'extinction habituel, tel qu'il est mesuré par les paléontologues et les géologues. Alors vous avez deux échelles. Là, vous avez le taux d'extinction par million d'espèces et par an. Ce n'est pas forcément une unité qui est très intuitive. Là, vous avez une autre unité qui est plus intuitive, qui est le pourcentage d'extinction par siècle. D'accord? Donc le taux d'extinction par siècle, en gros, il est entre 1 millième et 1% habituellement. Alors, considérant qu'on était à peu près à l'équilibre en ce qui concerne le nombre d'espèces, ça veut dire qu'on a un taux d'apparition d'espèces, un taux de spéciation qui est à peu près de cet ordre-là. Ça veut dire que quand le taux d'extinction est à ce niveau-là, eh bien, le nombre d'espèces se maintient. Parce qu'effectivement, la biodiversité, c'est dynamique. Donc, il y a des espèces qui disparaissent, mais il y a d'autres espèces qui apparaissent. Donc, ça, on peut dire que c'est le taux d'extinction habituel. Et puis là, vous avez quoi? Le taux d'extinction mesuré au XXe siècle. Alors, c'est pas facile à mesurer, donc ça a été mesuré essentiellement chez les mammifères, les oiseaux et les amphibiens. Donc vous voyez un taux d'extinction qui est beaucoup plus important, qui correspond à peu près à un taux d'extinction de 1% par siècle, d'accord? Et puis là, vous avez les taux d'extinction attendus par différents scénarios sur différents groupes, les plantes, les oiseaux, les lézards, parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur les lézards, donc on a pas mal de données. Et puis là, vous avez éventuellement les causes qui sont impliquées, donc changement climatique, changement d'usage des sols, et puis une combinaison de pression. Donc effectivement, un taux d'extinction attendu au XXIe siècle, qui est très supérieur à celui du XXe siècle, ce qui est logique, j'y reviendrai, et donc effectivement qui est très supérieur au taux d'extinction habituel, et donc qui arrive à la conclusion que normalement on perd des espèces, puisqu'effectivement le taux de spéciation, le taux d'apparition est inférieur très nettement au taux d'extinction d'espèces. Voilà, alors tout ça résulte en espèces menacées, donc vous avez une liste rouge qui est établie par un organisme qui s'appelle l'UICN, qui est un site web d'ailleurs qui est extrêmement bien fait, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande leur site. Donc il y a tout un appareillage méthodologique qui permet de classer les espèces. Donc les espèces sont classées en très menacées, moyennement menacées, peu menacées ou pas sujets à menace. Donc là, vous avez le pourcentage d'espèces menacées sur différents groupes, les mammifères, les oiseaux, les poissons, les plantes. Donc en gros, ça correspond au nombre d'espèces, au pourcentage d'espèces qui devraient disparaître dans le siècle qui vient, si jamais on n'arrive pas à changer la dynamique des choses. Donc avec un exemple, un esturgeon qui a diminué de 93% entre 92 et 2008 et qui donc maintenant est une espèce effectivement très menacée. Alors quelques exemples d'espèces très menacées. Il y en a peu en Europe, vous avez quand même le lynx d'Europe, donc moins de 200 individus. Vous avez le panda, qui est un exemple évidemment très célèbre d'espèces menacées. Vous avez le diable de Tasmanie, qui a moins de 500 individus et qui est menacé en fait par un cancer, une maladie contagieuse sous forme de cancer qui attaque en fait le museau des animaux. Alors, espèces menacées, ce qui est assez intéressant, c'est de voir, par exemple, faire le bilan en ce qui concerne la France. Donc ça, c'est un bilan qui avait été fait par BirdLife International en 2004. Et la France, effectivement, est un pays assez remarquable, puisque si on regarde donc les oiseaux qui sont mondialement menacés, eh bien, dans ces oiseaux mondialement menacés, vous avez 70 espèces qui se trouvent sur le territoire français. D'accord? Donc, responsabilité assez importante par rapport à l'ensemble des États. Maintenant, si vous regardez sur ces 70 espèces, où est-ce qu'elles se distribuent, eh bien, vous en avez en fait 3 en métropole, 67 en outre-mer. Alors ça, c'est logique, c'est-à-dire que effectivement, si jamais vous avez une menace qui pèse de manière générale sur les espèces, qu'elles déclinent, que leur déclin est de l'ordre de 10 à 30%, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'une espèce qui se trouve sur l'ensemble de l'Europe ne sera pas considérée comme très menacée.
Par contre, une espèce qui a un effectif restreint, qui se trouve dans des îles tropicales, eh bien, immédiatement va se retrouver menacée. D'accord ? Donc le fait qu'on ait des espèces mondialement menacées, surtout en outre-mer et en métropole, ne veut pas dire que la biodiversité se porte mieux en métropole, mais ça veut dire surtout que l'outre-mer est pleine d'espèces à distribution restreinte. D'accord ? Tout ça pour vous dire que l'approche espèces menacées est une approche qui est sans doute un peu biaisée, c'est-à-dire qui forcément met en valeur les îles tropicales. Voilà. Donc en ce qui concerne la métropole, eh bien, par exemple pour les oiseaux, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, vous avez effectivement, maintenant, vous avez tout un réseau d'ornithologues qui est effectivement coordonné par le MUSEM, qui nous permet de mesurer le devenir des oiseaux sur l'ensemble des écosystèmes. Donc c'est fait dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Et qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien, qu'entre 1989 et 2005, en gros, vous avez un déclin de l'ensemble des espèces. Donc là, c'est en nombre d'individus, avec un repère 1 en 1989. On a perdu à peu près 7% d'individus entre 1989 et 2005, et puis en espace agricole, eh bien, on a perdu de l'ordre de 30% d'individus. Donc une perte qui est relativement importante, donc plus importante en espace agricole que dans les autres espaces. Ça, c'est un résultat général sur l'ensemble de l'OCDE et qui montre qu'effectivement, eh bien, dans les écosystèmes, de manière générale, les espèces communes, en fait, se portent mal. Donc il n'y a pas que les espèces les espèces tropicales qui, en fait, ont des problèmes. Voilà. Alors sur les espèces communes, on connaît surtout les oiseaux, parce qu'effectivement, en termes de puissance d'observation, c'est là qu'on trouve le plus d'observateurs avec les ornithologues. On a quelques résultats sur d'autres groupes. Vous connaissez peut-être le déclin supposé des pollinisateurs. Cela étant, on manque de données solides sur les pollinisateurs. Et puis, eh bien, sur la dynamique des autres groupes, qu'est-ce que l'on connaît ? Par exemple, eh bien, la prolifération des grands herbivores, qui devient un problème relativement important sur les écosystèmes, avec par exemple une très belle histoire aux États-Unis, où le ginseng, qui est donc une plante spontanée, qui a disparu d'Asie pour cause de surexploitation, mais qui est encore présente aux États-Unis et qui actuellement est très menacée par la prolifération en fait, du cerf à queue blanche, donc un herbivore qui prolifère aux États-Unis. Alors, au-delà de la dynamique de la biodiversité, donc simplement faire le bilan, ce qui est important aussi, c'est qu'on a des changements globaux considérables. On parle d'anthropocène pour désigner effectivement le fait que les écosystèmes sont en train, de manière générale, la biosphère est en train de changer de manière considérable. Eh bien, les espèces doivent s'adapter à ces changements globaux, donc doivent s'adapter aux changements climatiques, à l'eutrophisation, aux proliférations d'herbivores éventuellement. Alors qu'en est-il de cette propriété d'adaptation ? On connaît relativement peu de choses. Une des choses que l'on commence à mesurer, c'est la réponse des espèces au changement climatique. Donc ce que l'on constate avec les changements climatiques, qui sont maintenant bien marqués, eh bien, c'est que les espèces de l'hémisphère nord eh bien, se déplacent vers les latitudes plus élevées. En quelque sorte, elles suivent leurs préférences climatiques. Et les espèces de l'hémisphère sud, évidemment, sont censées faire l'inverse, donc migrer vers le sud. Alors, on a un certain nombre de suivis sur l'ensemble de l'Europe, sur les oiseaux, sur les papillons, qui permet, avec un recul de 20 ans, donc avec quelques techniques statistiques que je ne préciserai pas aujourd'hui, de mesurer grossièrement, globalement, quel a été en fait le déplacement des espèces depuis 20 ans vers le nord. Donc ce déplacement vers le nord, il est de combien ? Eh bien, il est entre 1 et 2 km par an en ce qui concerne les oiseaux, de 5 km par an en ce qui concerne les papillons. Et puis par ailleurs, ce que l'on peut calculer aussi, eh bien, c'est que, étant donné que le climat s'est réchauffé de 1 degré en métropole sur les 20 dernières années, eh bien, de combien les espèces auraient dû se déplacer chaque année pour suivre effectivement le climat, donc pour rester sur leurs préférences climatiques. Et donc le calcul nous donne quoi ? Eh bien, il nous donne 14 km par an. Donc ce que nous donne ce résultat, eh bien, il nous dit que les espèces se déplacent moins qu'elles n'auraient dû. Alors, le fait qu'elles se déplacent moins qu'elles n'auraient dû, il y a deux interprétations. Il y a l'interprétation optimiste. L'interprétation optimiste, eh bien, c'est que les espèces s'adaptent, et c'est-à-dire que, eh bien, elles préfèrent des climats, elles s'essayent de s'adapter au climat en place, donc à un climat qui est plus chaud, comme l'homme va sans doute le faire. L'interprétation pessimiste, eh bien, c'est que les espèces ont du mal à se déplacer. Elles ont du mal, effectivement, à suivre les changements climatiques à cause de la fragmentation des paysages. Alors, vous me direz, les papillons, les oiseaux, ce sont des espèces qui ont des ailes, donc a priori, ça devrait être assez facile pour ces espèces à se déplacer. Le problème, c'est que ces espèces sont insérées dans des chaînes alimentaires et qu'elles dépendent d'autres espèces qui, elles, ont du mal à se déplacer. Donc, éventuellement, ce n'est pas forcément évident pour elles de suivre effectivement les changements climatiques si les espèces dont elles dépendent ne le suivent pas. Par ailleurs,
notamment les oiseaux, sont des espèces sociales comme l'homme, et donc le déplacement des espèces sociales, on sait que c'est pas toujours évident, parce que se déplacer en groupe, ça demande tout un ensemble de décisions. Enfin, c'est pas toujours très simple, et il n'y a pas que le climat qui compte dans ce cas-là. Voilà. Donc je vais passer maintenant à la deuxième partie de mon exposé. Donc après ce bref panorama sur l'état, la dynamique de la biodiversité. Alors quelles conceptions, quels enjeux pour les sociétés? Donc biodiversité, on voit tout de suite qu'en fait il y a des manières qui sont assez différentes de l'aborder. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'entrée espèces menacées, avec un bel exemple du gorille de montagne. Et puis un autre exemple à l'opposé, c'est la diversité génétique des espèces domestiquées, qui est évidemment un enjeu qui est considérable, mais là qui est un enjeu qui est vraiment de type beaucoup plus économique, alors que là cet enjeu il est peut-être plus de type éthique. Droit des générations futures aussi, droit des autres espèces à se maintenir en présence de l'homme. Et puis, entre les deux, vous avez tout ce qui concerne les espèces communes composant les écosystèmes. Donc là, prairies, insectes, oiseaux, pollinisateurs. Donc ces espèces communes qui composent en fait l'essentiel des écosystèmes. Et on voit bien que lorsque l'on s'intéresse à ces trois composantes de la biodiversité, finalement les enjeux socio-économiques derrière le maintien de la préservation de la biodiversité, de ses propriétés dynamiques, ne sont pas du tout les mêmes. Et donc effectivement les acteurs qui vont être mobilisés ne sont pas les mêmes avec ces trois composantes de la biodiversité. Alors, il existe sans doute une notion qui permet de faire une analyse relativement systématique, bien que le terme soit un peu maladroit, que le terme de service écosystémique qui permet de cette analyse systématique est un peu maladroit, mais en tout cas, il permet de faire un vaste panorama, de faire un inventaire relativement complet des enjeux pour les sociétés humaines vis-à-vis de la biodiversité. Donc c'est la notion de service écosystémique, je ne sais pas si tout le monde connaît dans la salle. D'accord, donc la notion de service écosystémique, donc c'est une notion qui est apparue dans les 15 dernières années. Donc un service écosystémique, c'est quoi? C'est une fonction de l'écosystème dont dépend l'homme, tout simplement. Alors, fonction de l'écosystème dont dépend l'homme, donc des fonctions de l'écosystème dont on dépend, elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses. Et donc il existe alors ce qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment. Donc le Millennium Ecosystem Assessment, c'est à la biodiversité ce que le GIEC est au climat. Le GIEC, ça va, vous connaissez? Donc le Millennium Ecosystem Assessment, les écologues se sont dit que ça serait intéressant de faire la même chose, donc de faire un panel, un groupe de plusieurs milliers de scientifiques qui se sont donc réunis pour se prononcer sur l'état des écosystèmes et sur leur devenir. Donc ils ont publié comme ça, là, un ensemble de rapports qui se trouvent sur leur site web, que je vous recommande d'ailleurs, ça s'appelle donc millennium-ecosystemassessment.org, et vous trouverez tous les documents, vous avez notamment de superbes illustrations qui donc fait le bilan, et qui a notamment donc un peu normalisé la notion de service écosystémique qui traînait dans la littérature, mais un des problèmes, c'est que aucun écologue n'était d'accord sur ce que l'on mettait derrière service écosystémique. Et donc le Millennium Ecosystem Assessment a eu la vertu d'un peu normaliser effectivement la notion. Alors cette notion de service écosystémique, en fait, ils en ont fait 4 catégories. Donc ces 4 catégories, il y a tout d'abord la catégorie approvisionnement. Donc approvisionnement, c'est toutes les fonctions de l'écosystème dont l'agriculture, la pêche, les ressources génétiques dépendent. De ce point de vue-là, on peut dire que le millénium, et de manière générale les écologues, n'ont pas fait œuvre novatrice, c'est-à-dire que les agronomes et les forestiers connaissent depuis très longtemps ces fonctions de l'écosystème qui sont indispensables à l'homme. Un autre type de service écosystémique, ce sont les services qu'on appelle culturels, qui ont été beaucoup plus mis en valeur avec tous les enjeux autour de la préservation de la biodiversité récemment. Donc effectivement, la biodiversité, elle est importante en termes éthiques, en termes esthétiques, en termes de loisirs aussi. Évidemment, les loisirs, très importants. Donc cette biodiversité, elle nous fournit un cadre de vie qui nous est tout à fait essentiel. Là où sans doute le millénium a fait œuvre relativement novatrice, et ça va changer sans doute en profondeur la problématique biodiversité, c'est la partie tous les services écosystémiques de régulation environnementale. Donc là, il y en a une quinzaine. Là, j'ai commencé par une liste restreinte, je viendrai sur la liste plus complète par la suite. Tout simplement, la biodiversité, elle est essentielle dans le fonctionnement des écosystèmes et en fait dans la régulation des conditions environnementales dont on dépend, dans la régulation du climat. C'est-à-dire qu'actuellement, les écosystèmes terrestres et aquatiques absorbent à peu près 40% des émissions de carbone d'origine fossile émis par l'homme. Ça veut dire qu'à travers ces 40% de capture du carbone émis par l'homme, la biodiversité atténue considérablement le réchauffement climatique. Donc là, on a une propriété essentielle. Alors ça, c'est très intéressant.
sans doute d'ailleurs plus sur le plan social et économique, parce que finalement, on avait une biodiversité qui, entre guillemets, ne servait à rien, et brusquement, on s'aperçoit qu'il y a un enjeu social et économique qui devient considérable. Donc évidemment, ça change considérablement le paysage social et économique à partir de ce moment-là. On avait quelque chose qui devient effectivement tout à fait essentiel. La biodiversité joue un rôle aussi dans l'atténuation des perturbations et dans d'autres fonctions. Et puis enfin, vous avez les fonctions de support. Alors les fonctions de support, on peut un peu les ranger aussi dans les fonctions de régulation environnementale, c'est-à-dire que la production primaire, la fertilité des sols, la pollinisation, tout ça, ce sont des services effectivement assurés par la biodiversité. Alors ces différents services, pour préciser, donc la pollinisation, donc là vous avez, qu'est-ce que vous avez à droite? En fait, vous avez une paysanne dans l'Himalaya, et là vous avez un pommier. Et en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec cette baguette? Eh bien, elle est en train de polliniser les fleurs de pommier à la main. Et pourquoi elle fait ça? Eh bien, la culture de la pomme est une culture qui est économiquement très intéressante dans l'Himalaya. Ça permet d'alimenter le marché chinois. Le problème, c'est que dans certaines régions de l'Himalaya, eh bien, les pollinisateurs ont disparu. Ils ont disparu. Et donc, eh bien, qu'est-ce que font les agriculteurs? Eh bien, ils remplacent les pollinisateurs. Et donc, effectivement, ils pollinisent les fleurs à la main. Je vous laisse imaginer le temps de travail pour polliniser l'ensemble d'un pommier. Tout ça pour vous dire que, effectivement, vous voyez, la pollinisation, donc c'est un service qui pourrait disparaître. Ça ne va pas faire disparaître l'homme, c'est-à-dire qu'on pourra le remplacer, mais vous voyez tout de suite les conséquences sociales et économiques que ça aura si jamais les pollinisateurs disparaissent. Donc effectivement, la pollinisation, c'est un tiers des cultures. Actuellement, c'est un revenu agricole qui est de l'ordre de 10%. Donc c'est un enjeu économique, effectivement, qui est considérable. Actuellement, on suppose que les pollinisateurs se portent mal. On dispose d'observations très parcellaires, ce qui fait qu'il y a tout un ensemble de controverses dont la cause majeure est qu'on manque de données scientifiques, tout simplement. Autres services importants, donc ce sont l'épuration des eaux, la régulation des flux hydriques. Donc là, c'est des services assurés par les forêts, par les zones humides aussi. Les zones humides, alors ça c'est quelque chose de très intéressant parce que les zones humides, les agronomes, je suis agronome de formation, pendant très longtemps la zone humide en fait était l'ennemi de l'agronome. La zone humide, il s'agissait de la mettre en valeur, donc qu'est-ce que l'on faisait? On la séchait et on la transformait en espace agricole. Et puis brusquement, on s'aperçoit que finalement ces zones humides, elles ont peut-être un rôle économique considérable et peut-être elles sont même plus intéressantes sur le plan économique à travers ce rôle de régulation environnementale que de les transformer en espace agricole. Donc là, on a un changement considérable finalement du paysage social et économique. Voilà, donc je reviens à mes différents types de services parce que je vais revenir sur cette notion-là. Donc avec ici une description beaucoup plus complète, donc ces services de régulation environnementale, donc il y a la régulation des flux hydriques, la purification des eaux, le contrôle de l'érosion, le contrôle biologique, un contrôle biologique, donc assuré par exemple par les oiseaux, les chauves-souris, qui contrôlent les ravageurs des cultures, donc ça c'est un rôle qui peut être très important. C'est une alternative intéressante aux pesticides, au passage. Prévention des épidémies, donc ça on sait que la diversité joue un rôle important dans la prévention des épidémies. Il y a un très bel article dans Le Monde d'aujourd'hui, je vous le recommande, qui explique fort bien cela. Voilà, alors ces services écosystémiques, il faut dire la notion a eu un succès considérable auprès des économistes et notamment auprès des entreprises. Donc les entreprises adorent cette notion de service écosystémique parce qu'elles s'aperçoivent que finalement, il y a peut-être une nouvelle activité économique, vous voyez, un nouveau gisement qui apparaît. Alors derrière cet enthousiasme, évidemment, on se demande si quelque part on n'a pas ouvert la boîte de Pandore parce que finalement, il risque d'y avoir effectivement tout un ensemble d'entreprises, d'initiatives économiques qui risquent de se développer avec sans doute des effets pervers. Donc je voulais présenter à travers ces diapositives effectivement les effets pervers que l'on peut voir derrière cette notion de service écosystémique. Je ne sais pas si vous voyez bien la diapositive, une superbe diapositive que j'ai trouvée dans Wikipédia. Il s'agit de quoi? Donc là on est dans le Dakota et puis vous avez ce qui s'appelle un néobocage. Donc vous voyez, les Américains se sont aperçus qu'effectivement les haies, ça pouvait être très intéressant, notamment dans un dans un climat très rigoureux qui est celui du Dakota. Ça permet effectivement d'atténuer les vents, ça permet qu'il fasse moins chaud l'été et qu'il fasse moins froid l'hiver. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planté des haies. Vous voyez ce superbe alignement géométrique de haies. Et puis pour aller plus vite, et c'était plus rapide et c'était moins cher, ils ont fait des haies monospécifiques. Des haies monospécifiques, et donc derrière, alors vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette plantation de haies, finalement ils ont restauré un service écosystémique, mais ils n'ont restauré qu'une partie du service écosystémique. C'est-à-dire qu'ils ont restauré ce que j'appelle la composante physico-chimique des fonctions écosystémiques. Donc effectivement, ça arrête le vent, à travers l'évapotranspiration des arbres, effectivement vous avez un entretien du climat.
Mais la composante biodiversité, on peut penser qu'elle n'a pas du tout été restaurée. C'est-à-dire que ces haies monospécifiques, sans doute, ça va être un habitat très pauvre pour les pollinisateurs, pour toutes les espèces qui assurent le contrôle biologique. Donc ils n'ont fait que la moitié du chemin. Mais l'autre moitié du chemin, évidemment, c'est la plus complexe. Vous voyez, replanter une diversité génétique, diversité spécifique, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et le problème, c'est que derrière, effectivement, tout le jeu économique qui va se développer autour des services écosystémiques, le danger, c'est qu'effectivement, on oublie cette composante biodiversité. Alors, au passage, cette composante physico-chimique, elle risque d'être relativement peu durable, c'est-à-dire que l'adaptabilité de ces haies face aux changements globaux, aux changements climatiques notamment, elle risque d'être relativement faible. Donc, de toute façon, ils risquent de s'apercevoir assez vite que même cette composante physico-chimique, s'ils veulent la maintenir durablement, il va falloir qu'ils restaurent aussi la diversité. Voilà. Alors, un autre exemple aussi qui est assez frappant, c'est que, ces pauvres agriculteurs qui font de l'amandier en Californie ont des problèmes de pollinisateurs. Et donc, ils se demandent ce qu'ils vont faire. Donc, actuellement, un nutritionniste, par exemple, a trouvé une alimentation enrichie des pollinisateurs qui permettrait de stopper actuellement, qui permettrait d'améliorer le sort des ruches et effectivement de diminuer le taux de mortalité. Cela étant, vous voyez, quand on regarde ces cultures d'amandiers, avec cette uniformisation complète des paysages, on se dit que de toute façon, maintenir des pollinisateurs dans un paysage tel que celui-ci, ça va être extrêmement difficile. Donc peut-être qu'il y aurait une solution qui serait technologiquement moins compliquée que d'inventer de nouvelles nourritures pour les abeilles, peut-être simplement restaurer de la diversité et faire un paysage qui soit peut-être plus accueillant pour les abeilles. Au passage, il a été montré récemment par des collègues de l'INRA d'Avignon que les abeilles qui se nourrissaient d'une seule nourriture étaient en moins bonne santé. Ils ont travaillé sur le système immunitaire. Le système immunitaire est le système immunitaire des abeilles est beaucoup moins efficace lorsqu'elles se nourrissent d'un seul type d'alimentation. C'est un résultat qu'on peut trouver relativement trivial, effectivement, mais qui, évidemment, a des conséquences. Ça veut dire que si vous voulez maintenir des pollinisateurs dans un paysage, quelque part, il faut peut-être assurer, effectivement, une diversité d'alimentation des pollinisateurs. Voilà. Alors, un des problèmes fondamentaux derrière ces services écosystémiques, c'est que finalement, ces services écosystémiques, donc il y a différentes entrées, et une des entrées importantes des services écosystémiques, c'est que finalement, ces services écosystémiques, il y a ceux qui ont une valeur marchande et puis ceux qui n'ont pas de valeur marchande. D'accord ? Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer dans le jeu économique ? Forcément, les sociétés vont prendre en compte ceux qui ont une valeur marchande et puis vont oublier ceux qui n'ont pas de valeur marchande. Donc sur cette question-là, mon collègue économiste est sans doute beaucoup plus compétent. Les écologues ont quand même essayé de réfléchir sur ce problème effectivement de services écosystémiques qui n'ont pas de valeur marchande et de voir effectivement comment on peut essayer de faire. Donc là, je vous présenterai très brièvement quelques tentatives qui ont été faites. Donc là, pour présenter simplement effectivement l'interaction positive qu'ont les services de régulation environnementale vis-à-vis des sociétés humaines, malgré leur absence de valeur marchande. Alors, il y a le problème de la valeur marchande, et puis il y a une autre notion que je trouve fascinante, une notion d'économiste, qui est la notion de bien tutélaire. Alors, la notion de bien tutélaire, c'est une notion... c'est quoi un bien tutélaire ? C'est un bien dont la complexité est telle qu'en fait, l'acteur économique est incapable d'en saisir l'importance. Il n'arrive pas à saisir l'importance, et donc à partir de là, évidemment, il va avoir du mal à agir rationnellement. Et vous voyez tout le problème que ça va poser par rapport à la théorie économique. Et le problème, c'est que la biodiversité, notamment à travers ces services de régulation environnementale, à travers, vous voyez, la diversité notamment dans les haies, on est complètement dans la notion de bien tutélaire. Donc effectivement, la biodiversité, c'est souvent un bien tutélaire. Donc les écologues se sont grattés la tête, nous, il y a plein de biens tutélaires, effectivement, en tant qu'écologue, on en voit bien l'importance, mais comment on va essayer de convaincre de l'importance de ces biens les autres disciplines ? Et évidemment, l'économie étant une discipline dominante, les écologues se sont dit qu'il fallait utiliser le langage de la discipline dominante. Et c'est quoi le langage de la discipline dominante, l'économie ? C'est le langage monétaire. Et donc c'est comme cela que les écologues se sont livrés à l'entreprise risquée, effectivement, de commencer à essayer de faire une représentation monétaire de la biodiversité. Alors attention, c'est une représentation monétaire, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de mettre un prix à la biodiversité, parce qu'un prix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont à vendre et à acheter. Et il ne s'agit pas actuellement de vendre ou acheter des écosystèmes ou des espèces. Il ne s'agit pas non plus de marchandisation. Il s'agit simplement d'essayer de représenter l'importance, en fait, de passer d'une discipline à l'autre. Et donc là, vous avez un très bel exemple, qui est l'exemple des Catskills. Donc les Catskills, de quoi s'agit-il ? C'est le bassin versant de la ville de New York. Et la ville de New York s'est retrouvée devant le problème en 1996 que son eau était devenue de qualité insuffisante. À partir de là, elle avait deux décisions possibles. Soit elle construisait une usine de retraitement des eaux, et ça lui coûtait 10 milliards d'euros,
Soit, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle restaurait le bassin versant des Catskills, ça veut dire limiter l'intensification de l'agriculture, limiter l'urbanisation, et ça ne lui coûtait que 1,5 milliard d'euros. Donc il s'agissait de restaurer l'écosystème. Donc là, vous voyez, vous avez une représentation monétaire qui vous donne très simplement eh bien, la décision qui paraît la plus intéressante pour la communauté. C'est-à-dire que la décision qui paraît la plus intéressante pour la communauté, eh bien, c'est sans doute de restaurer l'écosystème. Vous voyez que c'est non seulement la moins coûteuse sur le plan monétaire, mais en plus en termes de qualité de vie, évidemment, c'est par exemple plus sympathique d'habiter dans un écosystème restauré que d'habiter à côté d'une usine de retraitement des eaux. Donc vous voyez, donc cette représentation monétaire, dans ce cas-là, eh bien, elle permet effectivement de, une prise de décision collective relativement simple. Bien qu'évidemment, il y a des problèmes selon les groupes sociaux que l'on considère, et j'y reviendrai tout de suite. Donc cet exemple-là, il marche un peu sur le bassin versant de Vittel. La Société des eaux de Vittel a maintenant contractualisé les agriculteurs pour effectivement protéger le bassin versant, donc protéger la qualité des eaux. Par contre, l'exemple qui est peut-être intéressant, c'est le cas des algues vertes en Bretagne. Les algues vertes en Bretagne, vous savez que c'est un problème qui existe depuis très longtemps. En fait, on en parle au moins depuis 30 ans, même sans doute beaucoup plus longtemps. Actuellement, la seule décision qui n'a pas été envisagée, c'est de supprimer la pollution à la source, qui est sans doute la solution qui est la plus moins coûteuse sur le plan monétaire, mais qui est la seule solution qui n'a pas été envisagée. Alors, à partir de là, il y a différentes manières de présenter ce problème-là, et sans doute une manière qui est importante. Donc là, je vous ai parlé un peu d'économie écologique, donc on est un peu à l'interface entre l'économie et l'écologie. Il y a sans doute une autre manière aussi de poser ces problèmes écologiques, donc c'est ce qui s'appelle la political ecology en anglais, donc la traduction française écologie politique n'est pas forcément la meilleure traduction. La political ecology, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une analyse des intérêts sociaux liés à la dégradation et la restauration de la biodiversité des services écosystémiques. C'est-à-dire que lorsque la biodiversité est dégradée ou inversement est restaurée, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui profite ou qui coûte à la société de manière générale, mais les groupes sociaux n'ont pas forcément les mêmes intérêts derrière ces dégradations et ces restaurations. Et donc, évidemment, vous voyez que dans le cas des Catskills et dans le cas des algues vertes en Bretagne, eh bien, il y a sans doute nécessité de faire une analyse, en fait, de l'intérêt des différents groupes sociaux. Donc, en ce qui concerne les intérêts des groupes sociaux, il y a sans doute, je suis désolé, il y a le texte qui est un peu sauté, il y a sans doute cet exemple qui est très intéressant, qui est dans le cas de l'Inde. Donc, dans le cas de l'Inde, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé un peu la dépendance selon les groupes sociaux, en fait, vis-à-vis des services écosystémiques de régulation environnementale dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'eau potable, les nutriments du sol et les produits de la forêt. Et ce qui montre, c'est que globalement, l'économie de l'Inde dépend à 7% de ces services écosystémiques. Donc globalement, l'importance économique finalement de cette régulation environnementale, elle est relativement faible à l'échelle de l'Inde. Si maintenant vous prenez les plus pauvres, eh bien les plus pauvres, en fait, dépendent, leurs revenus, en fait, leur niveau de vie dépend essentiellement de ces services écosystémiques. Et donc cette comparaison, elle vous montre bien tout le problème, qui notamment est lié à la pauvreté, c'est-à-dire que la pauvreté, notamment dans les pays du Sud, eh bien, est très nettement liée à la dégradation des services écosystémiques et inversement, la restauration de ces services a sans doute quelque chose à voir avec la pauvreté. Donc cette analyse à travers les groupes sociaux est quelque chose sans doute tout à fait essentiel à développer à l'avenir et une clé d'entrée relativement importante pour comprendre d'une part les causes de dégradation de la biodiversité, souvent liés effectivement aux intérêts des groupes sociaux dominants, et puis aussi les enjeux derrière la préservation de la biodiversité, et notamment à travers la réduction de la pauvreté. Voilà. Alors je terminerai donc très rapidement face à ces enjeux, quelle politique de préservation de la biodiversité, donc comment on peut voir les choses de manière un peu simple. Alors nous on a l'habitude, donc là vous avez une carte de France, donc sur cette carte de France vous avez quoi? Là vous avez les espaces Natura 2000. En bleu, donc vous avez les espaces Natura 2000, et donc nous, au laboratoire, on a coutume de partager le territoire, donc c'est vrai pour le territoire français comme pour l'ensemble des territoires, en 3 types de territoires avec 3 types d'enjeux bien différents. Donc vous avez d'une part donc les espaces Natura 2000. Donc là, c'est ce qu'on appelle la nature remarquable. Nature remarquable, c'est-à-dire que vous avez des espèces, des habitats qui sont menacés, dont la disparition peut être irréversible. Donc là, vous avez un enjeu d'urgence. D'urgence, c'est-à-dire que si vous n'agissez pas tout de suite, eh bien tout ça va disparaître. Et puis, derrière ça, la motivation majeure, c'est d'abord des raisons éthiques, donc droit des générations futures, droit des autres espèces à se maintenir, et puis éventuellement, sur le plan économique, maintien de la valeur d'option. C'est-à-dire que toutes ces espèces menacées, éventuellement, elles ne nous servent pas, entre guillemets, à grand-chose, mais peut-être qu'à l'avenir, elles pourraient se révéler utiles. Ensuite, un deuxième type d'espace, donc c'est ce qu'on appelle la nature commune. Donc la nature commune, eh bien c'est là qu'on trouve l'essentiel de la biodiversité.
Hein. Donc là, il existe en écologie une loi très simple qui est la loi surface-espèce, c'est-à-dire que le nombre d'espèces est bien les proportionnel à la surface occupée. Donc les espaces remarquables, ça constitue 15%, à Natura 2000 c'est 15% des espaces européens, donc on peut dire grossièrement que le devenir de 15% des espèces dépend de Natura 2000. En d'autres termes, eh bien, le devenir de 85% des espèces européennes, leur avenir, il se joue dans les natures communes. Et puis c'est là que se trouvent les services écosystémiques. Donc pour un écologue, eh bien, c'est dans la nature commune que se situe l'essentiel des enjeux. Et puis enfin, troisième type d'espace, eh bien, ce sont les espaces urbains. Donc espaces urbains, eh bien, c'est là que se trouve l'essentiel de l'homme. Hein. Donc 80% des hommes sur 7% des espaces. Et les enjeux, là, eh bien, sont quoi? Qualité de la vie, perception des enjeux environnementaux, parce que c'est là que se prennent les décisions aussi, hein. Et puis diminution de l'empreinte écologique, parce qu'évidemment, ce qui pèse sur la nature commune, eh bien, c'est à travers la consommation des urbains, et j'y reviendrai tout de suite après. Voilà, alors donc très rapidement, donc ces trois territoires, ensuite, quelles sont les grandes problématiques? Donc le premier territoire, donc les espaces menacés, donc ça c'est le plus simple, Natura 2000, donc c'est la politique environnementale actuellement qui est la plus émergente, la plus évidente au niveau européen, donc est ciblée. Donc les espaces Natura 2000 sont ciblés sur les aires de distribution des espèces menacées, donc il s'agit de contrôler, de réduire les menaces pesant sur ces espaces. A priori, sur le plan social et économique, ce n'est pas forcément très difficile parce que ce sont des espaces où en général les activités sociales et économiques sont relativement mineures, d'accord ? Ce qui n'est pas le cas, par exemple, par contre, de la nature commune. Donc la nature commune, donc très rapidement, donc c'est ce que je vous ai dit précédemment, donc c'est là que se situe quantitativement l'essentiel des enjeux. Mais là, évidemment, vous avez des activités qui sont parfois intenses, hein. Cas de la Beauce, par exemple, là, on a trop de nature commune, mais là, on a une activité économique, évidemment, qui est considérable. Donc là, la préservation de la biodiversité, évidemment, c'est beaucoup plus difficile que dans un espace Natura 2000 tel que la Sologne ou la Camargue. Alors, sur ces espaces, sur cette nature commune, donc vous avez une mesure, une volonté, enfin, comment appeler ça pas une mesure, mais disons une annonce en tout cas émergente, hein, qui est celle donc, de la trame verte et bleue. Donc trame verte et bleue, il s'agit en fait donc de créer effectivement, alors trame verte et bleue, il s'agit en fait de créer un ensemble d'espaces dans la nature commune qui relie les espaces protégés. Le problème, c'est que dans cette trame verte et bleue, il y a une ambiguïté fondamentale, c'est-à-dire qu'il n'est jamais précisé quel pourcentage du territoire est considéré. Alors cette trame verte et bleue, on peut la considérer de deux manières. Donc la manière la plus modeste, c'est de considérer qu'il s'agit de corridors, de cordons ombilicaux qui vont relier les espaces protégés et qui vont éventuellement permettre aux espèces menacées de ne pas se retrouver piégées dans un espace protégé, mais de pouvoir par exemple suivre les changements climatiques et de passer d'un espace protégé à un autre. Et puis, il y a la version plus ambitieuse de la trame verte et bleue, qui est la vision des écologues. Et bien la trame verte et bleue, il s'agit de s'intéresser à l'ensemble des espaces qui sont autour des espaces protégés. D'accord ? Donc là, il y a deux notions différentes. Il est clair qu'au moment du Grenelle de l'environnement, cette ambiguïté était très présente et tout le monde en avait conscience. Mais pour ne pas se fâcher, eh bien, on a évité de préciser quel pourcentage de l'espace était concerné par les trames vertes et bleues. Mais donc là, il y a une ambiguïté qui est très importante et à ne pas oublier. Alors cette trame verte et bleue, quels sont les enjeux socio-économiques considérables ? Eh bien, c'est tout d'abord l'agriculture. Donc l'agriculture, eh bien, sans doute, si on veut préserver la biodiversité dans les espaces agricoles, il va falloir changer de paradigme. Donc le paradigme, en fait, qui prévaut en agriculture, pour des raisons d'ailleurs qui sont très légitimes sur le plan économique et agronomique, eh bien, ça a été en fait la standardisation. C'était en gros la grande œuvre en fait des agronomes des années 40 et 50. Il s'agissait de quoi ? Eh bien, en fait, l'entreprise majeure, c'était de chercher le meilleur génotype. Et puis, une fois que vous avez le meilleur génotype, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous le dupliquez à l'infini. Vous le dupliquez à l'infini. Donc, l'avantage, c'est que les conditions de culture sont homogènes. Donc, c'est beaucoup plus simple au niveau travail. Mais évidemment, le problème, c'est que lorsque vous faites cette homogénéisation génétique des écosystèmes, eh bien, la biodiversité, au lieu de devenir un allié de l'agronome, eh bien, devient un ennemi. Parce qu'évidemment, vous avez un espace qui est très fragile, où toutes sortes d'ennemis peuvent arriver, et donc là, ça veut dire qu'il faut lutter dans ces espaces très homogènes, avec notamment force pesticides. Donc là, eh bien, il va falloir effectivement sans doute changer de paradigme. Donc le nouveau paradigme, eh bien, c'est sans doute d'utiliser la diversité. Donc utiliser la diversité, eh bien, ça commence à se développer. Les agronomes chinois, par exemple, sont assez en pointe sur ce genre de choses. Il y a une très belle expérience qui a été faite en Chine avec le mélange de cultures de variétés de riz, et ce qui montre les Chinois, lorsque l'on mélange des variétés de riz, donc deux variétés différentes dans une même rizière, eh bien, on peut avoir une augmentation de productivité, ce qui est normal, parce que deux variétés n'exploitent pas les ressources tout à fait de la même manière, les ressources du milieu, donc évidemment, globalement, la productivité est meilleure. Ça permet de réduire les pesticides, parce qu'effectivement,
eh bien, on a moins de problèmes d'ennemis des cultures. Donc là, ils arrivaient, dans l'expérience qu'ils ont fait sur 1000 hectares, à réduire de 50% les pesticides, et donc avec un bénéfice net qui, en fait, était doublé pour l'agriculteur. Donc là, effectivement, une utilisation de la diversité, vous voyez, qui est très intéressante à beaucoup de points de vue. Donc là, il s'agit effectivement de développer, d'utiliser la diversité, finalement, de l'agriculture, de la réintroduire dans les espaces agricoles. Alors évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas simple, parce que tout agronome sait que, eh bien, pour récolter une culture, en général, on la récolte, enfin c'est pas en général, on essaie de la récolter lorsqu'elle est mûre. Et le problème, c'est que si vous avez deux variétés mélangées dans un même champ, eh bien, les deux variétés ne vont pas être mûres au même moment. Donc ça demande évidemment une agronomie qui est beaucoup plus sophistiquée lorsque vous commencez à mélanger des variétés. Donc il ne s'agit pas de revenir à l'agriculture antérieure, il s'agit en fait de franchir un saut et d'arriver à une agronomie beaucoup plus complexe qui sache finalement gérer la diversité dans les espaces agricoles. Voilà. Alors après, de manière plus large, qu'est-ce que l'on peut faire sur le plan économique ? Eh bien, une des choses qui peut être faite aussi, c'est à travers le système d'incitation économique vis-à-vis des agriculteurs. Actuellement, les agriculteurs sont surtout rémunérés pour la production. Eh bien, une des idées, c'est en fait de les rémunérer pour les services écosystémiques. Donc ça, c'est quelque chose, vous avez un pays en pointe dans ce domaine-là, c'est le Costa Rica, qui a donc commencé à généraliser ça à l'échelle nationale. Donc les agriculteurs sont payés pour services écosystémiques, ils sont rétribués pour le stockage du carbone, pour l'eau potable, pour la qualité des paysages, éventuellement pour le maintien de la biodiversité. Alors comment ils sont rétribués ? Tout simplement par une taxe supplémentaire sur le pétrole, donc qui permet effectivement d'assurer l'équilibre financier au niveau national. Donc là, c'est sans doute une mesure qui est très intéressante, globalement, pour la biodiversité, parce que les services de régulation environnementale, tels que le stockage du carbone, la fourniture d'eau potable, eh bien, ce sont des services écosystémiques parapluies, c'est-à-dire que derrière le maintien de ces services écosystémiques, on va maintenir sans doute des écosystèmes qui sont beaucoup plus riches en biodiversité. Ça, c'est un travail auquel se sont livrés, un travail de simulation auquel se sont livrés les écologues californiens. Donc, ils ont essayé de voir effectivement si jamais on commençait à protéger en Californie eh bien, les écosystèmes pour le stockage du carbone, l'eau potable et la qualité des paysages. Est-ce que ça permettait de maintenir les nombreuses espèces menacées que l'on trouve en Californie? Eh bien oui, ça marche assez bien. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, à travers 3 services écosystémiques, donc quand on commence à comprendre l'importance économique, eh bien derrière ça, on permet de maintenir toute une biodiversité dont l'importance économique est moins évidente. Voilà, donc là, il y a des choses relativement intéressantes à développer. Sachant que, pour terminer sur l'agriculture, où effectivement je commence à être un peu long, il y a tout un ensemble de logiques à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la logique des agriculteurs, il y a la logique des consommateurs, évidemment la logique des filières aussi. Vous avez tout un ensemble de filières, et les scientifiques en font partie de cette filière, qui ont d'autres intérêts, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et derrière le développement de nouvelles technologies, telles que les OGM, eh bien, il y a nécessité de comprendre effectivement la logique des 3 acteurs des filières. Voilà. Donc je terminerai rapidement sur les villes. Donc les villes, enjeu majeur, c'est peut-être pas la biodiversité qu'elles hébergent, mais c'est la qualité de la vie. C'est-à-dire que lorsque les urbains eh bien, vont plutôt farniente, au bord de la Seine par exemple, avec des hamacs, plutôt que de faire du shopping, eh bien évidemment ça a des conséquences sur la biodiversité, ça a des conséquences sur la consommation, donc sur la pression des hommes sur les écosystèmes. Donc là, un enjeu majeur, c'est la réduction de l'empreinte écologique des urbains, donc cette empreinte écologique. Donc je vais terminer rapidement, parce que derrière les menaces qui pèsent sur la biodiversité, donc vous avez la transformation des habitats, la surexploitation, vous avez tout un ensemble de choses, et bien derrière ça, vous avez effectivement les besoins des populations humaines en termes de maintien, de croissance. Donc ça, c'est l'empreinte écologique. Alors, comment on peut mesurer l'empreinte écologique ? Il existe une mesure qui est très célèbre, qu'on trouve sur le web, par le WWF, qui n'est pas forcément la manière la plus simple et la plus rigoureuse sur le plan scientifique. Il y a une autre manière qui est utilisée, dont je vais vous parler très rapidement, une manière de mesurer l'empreinte écologique partielle, mais en tout cas on sait ce qu'on fait, c'est de mesurer finalement la production primaire que consomme l'homme. C'est-à-dire que la production primaire, donc c'est ce que produisent les végétaux, les algues, et puis cette consommation, eh bien on l'utilise pour notre alimentation, pour nos vêtements, pour la construction. Et donc cette consommation que l'on a, eh bien que l'on consomme, eh bien finalement ça n'est pas disponible pour le reste de la chaîne alimentaire, donc ça va se répercuter sur l'ensemble de la biodiversité. Et donc on peut représenter sur cette figure la consommation des grands ensembles géographiques, donc représentée sur 2 axes. Donc ça, c'est les tonnes de biomasse qui sont consommées par an dans les différents ensembles géographiques. Et puis là, donc avec l'Amérique, qui consomme beaucoup plus, l'Amérique du Nord et du Sud, que le reste des ensembles. Et puis là, vous pouvez ramener ça à la consommation relative, c'est-à-dire à la production des écosystèmes. Et alors ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que vous voyez la divergence.
C'est-à-dire que l'Asie, effectivement, faible consommation absolue, mais par contre, très forte consommation relative. C'est-à-dire que les Asiatiques, vous voyez, consomment à peu près 60% de leurs écosystèmes actuellement. Alors que les Américains, même si, effectivement, en valeur absolue, consomment beaucoup, étant donné que ça reste un continent relativement vide, eh bien, une consommation relative de leurs écosystèmes qui est relativement faible. Ah oui, alors ça, après, en termes éthiques, qu'est-ce que ça signifie? C'est extrêmement complexe, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais en tout cas, ça permet d'expliquer un certain nombre d'enjeux géopolitiques qui vont naître. Ce que vous avez représenté ici, sur cette figure, donc ça c'est par pays. En bleu, ce sont les pays qui produisent plus qu'ils ne consomment, d'accord, donc qui exportent. Alors vous voyez au passage, d'ailleurs, la France est un pays remarquable en Europe, c'est un des rares pays exportateurs, c'est-à-dire qu'effectivement qui consomme moins qu'il n'exporte, ce qui explique en partie la position particulière de la France sur la politique agricole commune. Et puis, en jaune et en rouge, eh bien, vous avez les pays, par exemple, les pays tels que, oui, en jaune, vous avez les pays qui, en fait, ont à peu près 70%, importent 70% plus que leurs écosystèmes produisent. Alors, oui, cette figure-là, eh bien, elle permet d'expliquer très simplement pourquoi, par exemple, la Chine, eh bien, essaye d'acheter des terres en Afrique et en Amérique du Sud. Vous voyez, tout simplement, effectivement, ils consomment plus qu'ils ne produisent et, évidemment, ils vont essayer de s'implanter dans des pays où, par contre, la consommation relative est relativement faible. Bon, ça pose toute une série de problèmes, mais en tout cas, l'empreinte écologique, vous voyez, permet d'analyser assez simplement ce qui est en train de se passer et tous les problèmes que vont affronter les pays, évidemment, qui sont en jaune et qui sont en rouge. Voilà. Donc, je terminerai rapidement sur le rôle de la technologie. Rôle de la technologie, donc effectivement, la technologie joue un rôle majeur dans la dynamique des sociétés humaines. Je vous rappellerai simplement très rapidement le paradoxe de Jevons. Donc Jevons, un économiste du 19e siècle, qui travaillait sur la machine à vapeur. Il constatait que chaque fois qu'on créait un moteur propre, donc un moteur qui consommait moins de charbon, eh bien qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'on consommait moins de charbon? Eh bien non, pas du tout. Au contraire, on consommait plus de charbon parce que du coup, la machine à vapeur eh bien, devenait moins coûteuse à utiliser. Et donc évidemment le moteur propre, sachant qu'actuellement 8% des humains ont des voitures, évidemment le moteur propre, eh bien, il y a des enjeux économiques considérables, ça va permettre à ce que plus d'hommes aient des voitures, mais ça ne permettra certainement pas de consommer moins d'énergie fossile. Donc le moteur propre, la logique, elle n'est pas environnementale, elle est sociale et économique. Elle est peut-être légitime sur le plan social et économique, mais en tout cas, ça n'est pas une logique environnementale qui est derrière le moteur propre. Voilà. Pour terminer, derrière les logiques aussi, quelque chose qui est beaucoup plus embêtant aussi, c'est le problème de la productivité. Donc là, vous avez une comparaison qui a été faite sur la pêche. Donc sur la pêche, ils ont fait une comparaison qui est très rustique. Ils ont comparé la pêche industrielle et la pêche artisanale. Tout simplement par la taille des bateaux. Donc la pêche artisanale, c'est des bateaux de moins de 15 mètres, pêche industrielle plus de 15 mètres. Le bilan, donc le tonnage qui est pêché, c'est à peu près le même, enfin 2 fois plus en pêche industrielle. La quantité d'hommes, par contre, vous voyez, c'est 24 fois moins. Ça veut dire que la productivité du travail humain est 50 fois supérieure avec la pêche industrielle. Un pêcheur en pêche industrielle pêche 50 fois plus qu'un pêcheur artisanal. Par contre, les performances environnementales, comme vous en doutez, elles sont bien moins bonnes dans la pêche industrielle. La pêche industrielle consomme beaucoup plus de carbone. Ça consomme le fuel consommé 4 fois plus important par poisson pêché. Les rejets en poisson aussi sont considérables. Et puis les subventions, où est-ce qu'elles vont? Elles vont vers la pêche industrielle. Et là, la logique, elle est assez compréhensible, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a essayé d'augmenter la productivité du travail humain pour des raisons assez légitimes. Et donc évidemment, qu'est-ce que l'on fait? On subventionne pour du travail humain qui est plus productif et qui par ailleurs entraîne des emplois induits. C'est-à-dire que derrière un gros bateau tel que celui-ci, évidemment, il y a tout un ensemble d'emplois industriels qui sont générés, d'emplois technologiques, scientifiques aussi, d'enseignants aussi d'ailleurs, parce que derrière ça, il faut plus d'enseignants que derrière cette pêche artisanale. Donc là, vous avez toute une logique de filière, d'augmentation de la productivité. Tout ça pour dire que si jamais effectivement on veut être beaucoup plus économe des ressources environnementales, eh bien il y a peut-être aussi un changement de logique qui va être assez considérable en ce qui concerne la productivité. Sans doute que la productivité du travail humain va peut-être devenir quelque chose de moins important et peut-être qu'on va revenir en fait vers une diminution de la productivité, ce qui veut dire un changement de logique considérable dans la logique sociale et économique. Voilà, donc je terminerai par effectivement les politiques environnementales, c'est compliqué, c'est inséré dans des politiques économiques, dans un contexte politique et dans un contexte culturel. Et donc derrière effectivement la préservation de la biodiversité, eh bien évidemment ces 4 dimensions sont à prendre en compte. Je m'excuse pour avoir été un peu long. Non, vous avez tenu l'horaire avec le décalage. Une dizaine de minutes pour les questions.